5 mois, monsieur. Et vous êtes son 3e mari. Quoi? Non, ce n'est pas possible! 3e mari? De quoi parlez-vous? Je fixais les papiers du divorce étalés sur la table en acajou brillant. Il ressemblait à une condamnation à mort. L'encre de Guillaume était encore fraîche. Les traits épais de sa signature se détachaient au milieu du jargon juridique complexe. Il affichait cette même arrogance naturelle. Cette arrogance qu'il avait utilisée pendant 15 ans pour détruire mon estime de moi. À côté de lui se tenait Chloé. Sa main était posée sur lui avec possessivité. La courbe naissante de son ventre était bien visible. Un petit sourire triomphant étirait ses lèvres, comme si elle venait de remporter une grande victoire. Et Léonore, ma belle-mère, tout rôdait derrière eux. Ses yeux froids brillaient de satisfaction, ces mêmes yeux qui m'avaient dévisagé pendant 15 ans, comme si je n'étais qu'un vieux meuble démodé. « Tiens » a dit Guillaume en poussant la pile de papier vers moi. « Signe ce foutu truc. Que je sois enfin libre. » Sa voix était pleine d'irritation. Le même ton qu'il utilisait quand le dîner était en retard de 2 minutes, ou quand l'eau de la douche n'était pas assez chaude. Je ne ressentais plus rien pour l'homme assis en face de moi. L'amour que je croyais avoir autrefois avait gelé, enfoui depuis des années sous les insultes, les remarques désobligeantes et la destruction lente et méthodique de tout ce que j'étais. « Tu es absolument sûr de toi ?» ai-je demandé d'une voix douce. Mon ton était poli, mais vide. Mon cœur était devenu un bloc de glace. Il n'y avait plus aucune chaleur pour le faire fondre. « Bien sûr que je suis sûr » a-t-il renâclé en s'adossant à sa chaise. « Je vais être heureux avec Chloé et notre nouveau bébé. Tu croyais vraiment que j'allais supporter de vivre éternellement avec une femme aussi terne et ennuyeuse que toi, Éléonore, a hoché la tête si fort que ses boucles d'oreilles en perles ont tremblé. Il a raison. Mon Guillaume mérite une femme plus jeune et plus belle, une femme inutile comme toi, qui n'a même pas été capable de me donner un petit-fils, devrait débarrasser le plancher. Ne t'avise plus jamais de t'approcher de cette famille. » J'ai baissé les yeux sur les papiers. Le nom de Guillaume, celui de Chloé, la signature d'Éléonore en tant que témoin, il ne manquait plus que la mienne. Les petits doigts de Léa se sont resserrés sur la manche de mon chemisier. Elle s'est blottie contre mon flanc. Elle n'avait que 8 ans, mais elle comprenait le langage des éclats de voix et des portes claquées bien mieux que la plupart des adultes. « Très bien. » ai-je dit. J'ai pris le stylo. Ma main n'a pas tremblé. J'ai signé d'un trait net et décisif, des lettres acérées et définitives, puis j'ai doucement serré la main de Léa. « Parfait. C'est fait. » s'est réjoui Guillaume en m'arrachant les documents. Son rire a résonné jusqu'au haut plafond de cette maison bourgeoise que j'avais nettoyée, astiquée et entretenue jusqu'à aujourd'hui. « Maintenant, au fait tes affaires et dégage. » A-t-il lancé. « Mes valises sont déjà prêtes. » ai-je répondu en me levant. « Viens. » Léa. J'ai pris la main de ma fille et j'ai marché vers la porte d'entrée sans un seul regard en arrière. Ils n'en avaient aucune idée. Ils ignoraient que 3 minutes après avoir signé ces papiers, j'allais monter dans un avion avec Léa, un vol qui nous emmènerait loin du sol français, loin de leur portée, et ils ignoraient surtout que la nouvelle vie brillante qu'ils attendaient avec tant d'impatience allait être l'étincelle qui réduirait leur propre monde en cendres. La pluie striait les vitres du taxi parisien. Les lumières néons de la ville s'étiraient en longs rubans de couleurs saignantes. Léa s'était endormie sur mes genoux. Sa respiration douce et régulière était le seul son qui m'empêchait d'être englouti par le silence. J'ai regardé les rues sombres défiler. J'ai laissé les années se dérouler derrière mes yeux, comme un film qu'on ne m'avait jamais permis de mettre en pause. 15 ans, 15 années passées à être le pilier invisible. Guillaume l'avait exigé le soir où il m'avait demandé en mariage « Quand nous serons mariés, je veux que tu restes à la maison pour me soutenir. » Il avait souri, ce sourire charmant qui trompait tout le monde en dehors de ses murs. J'avais abandonné une carrière déjà prometteuse, un avenir qui n'appartenait qu'à moi. J'avais choisi la voie de la mère au foyer parce qu'il me l'avait demandé. L'accueil d'Éléonore au mariage avait été un rictus enveloppé de dentelle. Et Bin, je suppose qu'une femme sans réelle compétence
Comme vous n'êtes bonne qu'aux tâches ménagères, vous allez vivre de l'argent durement gagné par mon fils, alors vous avez intérêt à bien le servir. Depuis, chaque jour avait été un exercice pour avaler ma fierté. Guillaume était charmant en public. L'employé dévoué de la défense. Le fils aimant. À la maison, c'était un tyran qui mesurait ma valeur à la température de l'eau, à la perfection du repassage de ses chemises, et à la seconde exacte où le dîner apparaissait sur la table. Pourtant, j'avais essayé de trouver de l'espoir à la naissance de Léa. Je me disais que je devais être forte pour cet enfant. J'ai enduré les exigences déraisonnables et les critiques incessantes d'Éléonore. Elle me reprochait d'avoir fait une fille au lieu du petit-fils dont elle rêvait. Tout a basculé il y a 6 mois. Guillaume a commencé à rentrer de plus en plus tard. Des week-ends remplis de prétendus séjours de golf, l'odeur d'un parfum différent accroché à ses cols, une trace de rouge à lèvres qui n'était pas le mien, les signes classiques, la trahison typique, puis, une nuit, le coup de grâce est apparu sur l'écran lumineux de son téléphone. Une notification de Chloé avec un emoji cœur. Tu me manques ce soir. Le bébé a hâte de voir son papa lui aussi. Le sol ne s'est pas contenté de trembler sous mes pieds. Il s'est effondré. Non seulement il me trompait, mais il avait mis une autre femme enceinte. Quand je l'ai confronté, il n'a montré aucun remords. Il a ricané comme si nous parlions de la pluie et du beau temps. « Ah, tu as fouillé. Eh bien, c'est le bon moment pour te le dire. Je vais épouser Chloé. Alors on divorce? De quoi parles-tu, ai-je demandé. Nous sommes mariés, nous avons Léa, et alors Chloé attend mon enfant. Il n'y a aucun intérêt à rester avec quelqu'un comme toi, que je ne regarde même plus comme une femme. » Ces mots ont effacé 15 ans de dévouement en un seul souffle. Plus dévastatrice encore fut la réaction d'Éléonore quand je l'ai suppliée de m'aider. Elle m'a offert un sourire froid, presque ravi. « Oh, Guillaume va avoir une nouvelle épouse. Quelle merveille! Une jeune mariée mignonne vaut bien mieux qu'une incapable comme toi, et ce sera peu, être un garçon cette fois. J'ai hâte de voir mon petit-fils. À partir de ce jour, la vie est devenue une exécution quotidienne. Guillaume a réduit nos dépenses au strict minimum. Il a commencé à ramener Chloé à la maison ouvertement. Il caressait son ventre devant Léa pendant que je restais dans l'embrasure de la porte comme un fantôme que personne ne voyait. Chaque fois, la petite main de Léa essuyait les larmes sur mes joues. « Maman, il ne pleure pas, » murmurait-elle. Quelque chose en moi s'est durci pour devenir une détermination d'acier. Si restais, Léa serait détruite elle aussi. Je devais m'échapper de cet enfer et construire une nouvelle vie à partir des cendres. Je me suis préparée en secret. Chaque document, chaque contact, chaque plan de secours soigneusement caché. Le taxi s'est arrêté au terminal des départs de l'aéroport Charles de Gaulle. La pluie avait cessé. Quelques étoiles perçaient les nuages. Nous y sommes. Léa, on y va. Je l'ai réveillée doucement et j'ai tiré notre grande valise vers le terminal. Une nouvelle vie allait commencer pour nous. Un nouvel enfer allait commencer pour eux. J'ai jeté un dernier regard aux lumières lointaines de Paris et j'ai juré de ne jamais revenir. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai décroché avec un sombre pressentiment. « Allô ?» C'était la voix tendue de mon beau-père. « Antoine. » Cela faisait des mois que je ne l'avais pas entendu. Contrairement à Éléonore, Antoine était un homme silencieux qui se mêlait rarement de rien. Quand Guillaume avait exigé le divorce et prévu de me jeter à la rue, Antoine s'était contenté d'observer en silence. « Homme un dîner. »« Je suis vraiment désolée. Antoine. Qu'est-ce qu'il y a? Il est tard. Guillaume m'a dit que tu as laissé les papiers du divorce et que tu es parti. » Il y avait une pointe de reproche sous ses excuses. « Oui ?» ai-je répondu. Guillaume a dit qu'il allait épouser Chloé. Elle est enceinte. N'est-ce pas? Un lourd soupir a retenti. Oui. À ce propos, Amandine, es-tu vraiment sûre que ce soit la meilleure solution? Que voulez-vous dire?
Et Léa, crois-tu vraiment pouvoir l'élever toute seule? Guillaume refuse de payer le moindre centime de pension alimentaire. J'ai serré les mâchoires. Il savait que j'étais une mère au foyer, sans économie apparente. Il essayait de m'écraser financièrement. Je m'en sortirai. Ai-je dit, j'ai mes propres projets. J'élèverai Léa pour qu'elle devienne quelqu'un de bien. Il a percé à jour ma bravade. Ne sois pas si têtu. Que peux-tu faire d'autre? Si tu reviens, pleure et supplie Guillaume de te pardonner. Peut être qu'il rompra avec Chloé, pour le bien de l'enfant. Ne penses-tu pas que c'est la chose la plus sage à faire, Antoine? Je n'ai aucune intention de supplier Guillaume de quoi que ce soit. Il caressait le ventre de Chloé devant Léa. Je ne veux pas qu'un homme comme ça soit son père. Ne sois pas si orgueilleuse. Le cri soudain de cet homme habituellement taciturne m'a fait sursauter. Une femme, sans aucune compétence comme toi, ne peut pas élever un enfant seul. Même Éléonore l'a dit. Tu n'as aucun charme. C'est pour ça que Guillaume te quitte. Maintenant écoute. Tu rentres à la maison demain. Je parlerai à Guillaume. Nous paierons Chloé pour qu'elle parte. Tu dois juste te taire et rester la femme de Guillaume. Ces mots résonnaient comme une bouée de sauvetage, mais ils n'étaient destinés qu'à protéger la réputation de Guillaume et l'image publique de la famille. Antoine, c'est trop tard. J'ai déjà pris ma décision. Quelle décision a-t-il balbutié? Je n'aurai plus jamais rien à faire avec Guillaume, et c'est aussi un adieu pour vous et votre famille. J'ai raccroché, et ma main tremblant autour du téléphone. Maman. C'était qui? Léa a levé les yeux. Inquiète? Ce n'était rien. Ma chérie, on va bientôt monter dans l'avion. Un avion où on va? Dans un endroit très loin? Un endroit heureux juste pour toi et moi? L'anxiété se tordait dans ma poitrine. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir nous réservait, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Léa, je suis tellement désolée qu'on ait dû quitter papa. Elle a secoué sa petite tête. Je n'ai pas besoin de papa. Papa était toujours en colère contre maman, et mamie était toujours méchante avec maman. Je ne veux plus te voir pleurer. Ces mots ont été une révélation. Cet enfant avait vu le poison de notre foyer plus clairement que je ne me l'étais permis de l'admettre. Je l'ai serré fort contre moi. J'affronterai n'importe quelle épreuve pour la protéger. L'embarquement pour le vol à destination de Londres va maintenant commencer. Je me suis levée. J'ai pris sa main et j'ai marché vers la porte d'embarquement avec des pas bien plus assurés que ceux qui m'avaient fait sortir de cette maison. Pendant que l'avion décollait du sol français, Guillaume, Chloé et Éléonore célébraient très certainement la naissance de leur nouvelle vie. Certains de leur avenir glorieux, ils n'avaient aucune idée de l'enfer qui les attendait dans quelques mois, et quand ils découvriraient que je n'étais pas la mère au foyer inutile qu'ils croyaient, je me demandais bien quelle tête ils feraient. Les lumières de Paris ont rétréci puis disparu sous les nuages. Adieu mon passé, adieu. Guillaume. J'ai pris une grande inspiration en pensant à Londres. Mais une question persistait. Pourquoi Chloé avait-elle l'air si anormalement triomphante? Cette grossesse, était-elle vraiment l'enfant de Guillaume, au fond de mes yeux? Reflétée dans la vitre sombre de l'avion, la flamme froide de la vengeance a commencé à brûler un peu plus tôt. Après l'appel d'Antoine, j'avais conduit Léa sur un banc dans le salon des départs. Dehors, les pistes étaient plongées dans l'obscurité. Les mots d'Antoine piquaient encore. Une femme sans aucune compétence comme toi ne peut pas élever un enfant seul. La phrase résonnait. J'étais devenue femme au foyer parce que Guillaume l'avait exigé. Maintenant que c'était devenu gênant, on me qualifiait de sans compétence et de dépendante. Rien de plus qu'une femme de ménage pratique et un accessoire pour leur image publique. Maman. La voix de Léa a brisé mes pensées. Son petit visage était creusé par l'inquiétude. Pardon. Mapuche, tu as faim. Elle a hoché la tête. Nous avons marché jusqu'à une petite supérette de l'aéroport. Son visage s'est illuminé devant les friandises. Observer cette joie innocente m'a apporté une paix fragile. Je devais être forte pour elle. Elle a choisi une boîte de chocolat rose. Alors que je cherchais mon portefeuille, une voix familière a traversé le brouhaha du terminal.
Tiens, ne serait-ce pas Léa? Je me suis retournée. La sœur de Guillaume. Bérénice. Elle se tenait là dans un manteau de créateur, tirant une valise hors de prix. Elle m'avait toujours traité avec le même mépris condescendant que le reste de sa famille. Bérénice. Que fais-tu ici? Elle a ri avec dédain. Un voyage aux Maldives avec des amis? Bien sûr. Quelle coïncidence. Où allez-vous toutes les deux à cette heure-ci, avec une valise aussi énorme, juste un peu loin? Loin. Ah vraiment. Ses yeux ont glissé de moi à Léa avec amusement. Oh. C'est vrai. Mon frère m'a dit que tu venais de déposer les papiers du divorce et de t'enfuir. Maman était furieuse. Elle a dit que tu étais une épouse totalement irréfléchie, pour partir sans aucune discussion. Elle parlait assez fort pour que le caissier et les voyageurs à proximité entendent. La honte m'a brûlé le visage. Mais je me suis forcée au calme. Irréfléchie. Je ne suis pas simplement partie. Guillaume m'a dit qu'il épousait Chloé. Eh bien, si tu veux le voir comme ça veut juste dire que mon frère a choisi Chloé plutôt que toi. Tu ne peux pas le blâmer. C'est un homme. Bien sûr qu'il préfère quelqu'un de jeune et joli. En plus, Chloé est enceinte. Maman est tellement ravie que nous ayons enfin un véritable héritier. Ces mots étaient un écho exact de ceux d'Éléonore. Pour eux, la grossesse de Chloé était un passe-droit. Une raison légitime de me jeter à la poubelle. Pauvre Léa. A continuer. Bérénice en baissant les yeux avec une pitié cruelle. Être abandonnée par son père parce que sa mère est comme ça. Bérénice. Ne t'avise pas de dire des choses pareilles devant Léa. Ma voix est montée d'un cran. Je pouvais supporter les insultes dirigées contre moi, mais pas contre ma fille. Quoi, c'est la vérité. Une mère au foyer sans aucune compétence qui essaie d'élever un enfant seul, c'est impossible. Tu seras sans le sou dans un mois, et tu reviendras pleurer vers mon frère, en suppliant pour avoir de l'argent. Elle a ri et a ajusté son sac de créateur sur son épaule. Bonne chance avec ça. Guillaume sera parfaitement heureux avec Chloé et le nouveau bébé. À plus tard. Elle a rejeté ses cheveux en arrière et s'est éloignée avec arrogance. Mes mains tremblaient de rage. Maman. Léa m'a serré la main. Sa chaleur était la seule chose qui pouvait faire fondre la glace dans ma poitrine. Tout va bien. Ma chérie. On va être heureuses. Juste toutes les deux. J'ai payé les chocolats. L'annonce d'embarquement a résonné à nouveau. En marchant vers la porte, les mots de Bérénice passaient en boucle. Tu seras sans le sou dans un mois, et tu reviendras pleurer. Cette famille était tellement certaine que j'étais impuissante. À leurs yeux, je n'étais qu'une femme au foyer bonne à faire le ménage. Ils commettaient une erreur catastrophique. Ils ignoraient que pendant 15 ans, je ne m'étais pas contentée de faire le ménage. J'ai touché le téléphone portable dans la poche de mon manteau. À l'intérieur se trouvait la carte maîtresse que j'avais préparée pour ce jour. Guillaume. Éléonore. Bérénice. Chloé. Ils se croyaient tous gagnants. L'avenir radieux qu'ils imaginaient n'allait pas durer longtemps. Alors que je montais les marches de l'avion, j'ai levé les yeux vers le ciel sombre. En ce jour de départ, mon cœur n'était pas rempli de tristesse, mais d'une détermination calme et brûlante. J'avais hâte de voir comment leur visage allait se crisper lorsqu'ils apprendraient la vérité, et si la grossesse de Chloé était bien ce que je soupçonnais, le dénouement serait bien plus terrifiant qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La porte de l'avion s'est fermée, j'ai attaché ma ceinture et regardé par le hublot alors que l'appareil commençait à rouler. Mon cœur s'accélérait vers un nouvel avenir, qu'il soit fait d'ombre ou de lumière. Personne ne le savait encore. Nous avons atterri à Londres Heathrow. C'était le début de soirée. Sous un épais manteau de nuages et une pluie froide et brumeuse typique de la ville, Léa, épuisée, a tiré faiblement sur mon manteau. « Maman. » J'ai froid, je sais. Ma chérie, on sera bientôt dans un hôtel bien au chaud. Je l'ai serré contre moi et me suis précipitée vers un taxi. Le paysage urbain gris par la fenêtre amplifiait mon anxiété au lieu de l'enthousiasme que j'attendais.
Nous sommes arrivés à l'hôtel que j'avais réservé dans le centre de Londres. À la réception, l'employé âgé avait l'air contrarié. « Je suis désolée. Madame, mais cette carte bancaire a été refusée. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, essayez encore. » Il a réessayé plusieurs fois. Elle semble être bloquée. Avez-vous une autre carte? J'en ai sorti une deuxième. Même résultat. J'ai essayé ma carte de débit au distributeur du hall. Rejeté. Le sang a déserté mon visage. Je me suis connecté au réseau sans fil gratuit. Des dizaines de notifications ont explosé sur mon écran, toutes de Guillaume et Éléonore. Le message de Guillaume. Salut. Bérénice m'a dit que tu avais pris Léa et fui le pays. Espèce d'idiote. J'ai fait annuler toutes les cartes familiales à ton nom. J'ai aussi transféré tout l'argent de notre compte joint vers mon compte personnel. Tu croyais vraiment qu'une femme au foyer inutile pouvait s'enfuir à l'étranger avec mon argent? Ça apprendra la vie à une femme ignorante comme toi. Le message vocal d'Éléonore. Sa voix perçante résonnait dans le coin calme du hall. Quelle épouse totalement dénuée de honte tu fais? Essayer de t'enfuir avec l'argent que Guillaume a gagné? Tu n'es rien de plus qu'une voleuse. J'espère que tu mourras de faim misérablement dans un pays étranger. Et n'ose pas venir pleurer auprès de mon fils quand tu n'auras plus un sou. J'ai fixé l'écran. Sans voix, pendant que j'étais dans les airs, ils avaient coupé toute ligne de vie financière. Même le petit fonds d'urgence à mon nom avait été bloqué. Guillaume avait dû changer le mot de passe. Madame, je suis vraiment désolée. Mais si vous ne pouvez pas verser de caution, nous ne pouvons pas vous donner de chambre. Nous avons été repoussés dans les rues froides et pluvieuses et bloqués dans un pays étranger sans personne vers qui nous tourner. Tout ce que j'avais, c'était quelques centaines d'euros en liquide. Ma main tremblait sur la valise. Un frisson de pure terreur a remonté depuis mes pieds jusqu'à faire claquer mes dents. Maman. J'ai faim et mes mains sont froides. Léa a levé les yeux, remplis de larmes. Son visage était pâle. Elle frissonnait de manière incontrôlable. La voix grondante d'Antoine et le visage moqueur de Bérénice ont traversé mon esprit. Guillaume avait-il raison 15 ans? En tant que femme au foyer, m'avait-il transformée en une femme ignorante et stupide? À ce rythme, je n'allais pas seulement me condamner, j'allais entraîner Léa dans ma chute. Le désespoir a écrasé ma poitrine. J'étais sur le point de m'effondrer et de pleurer au milieu de la pluie, en serrant ma fille dans mes bras. Non, ce n'était pas le moment de pleurer. J'avais toujours ma carte maîtresse dans la poche de mon manteau. Mais comment l'utiliser maintenant? La pluie est devenue plus forte. Les rues de Londres sombraient dans une froide obscurité. La température corporelle de Léa baissait. C'était notre limite. Je devais demander de l'aide à quelqu'un. Juste à ce moment-là, une luxueuse voiture noire a glissé jusqu'à s'arrêter devant nous. Éclaboussant une flaque d'eau, pas un taxi londonien classique, mais une berline noire au reflet miroir. La portière arrière s'est ouverte silencieusement. Une silhouette tenant un parapluie noir en est sortie. Des chaussures en cuir ont marché dans l'eau pour s'approcher. Que faites-vous dehors dans un endroit pareil? La pluie glaciale qui frappait ma tête a soudainement été bloquée. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard d'une personne que je ne m'attendais absolument pas à voir ici. Vous, que faites-vous ici? Il a doucement posé un manteau en cachemire haut de gamme sur Léa qui tremblait. Puis s'est tourné vers moi avec un sourire calme. Je suis venu vous chercher. Je vous en prie. Venez, votre fille va attraper froid, sous la pluie glaciale. L'homme tenait son parapluie au-dessus de moi. Monsieur Stanley, qu'est-ce que... Que faites-vous ici? Je le regardais comme si je voyais un fantôme. Richard Stanley, directeur de la succursale d'un énorme fonds d'investissement britannique, le plus gros client de la firme de courtage où travaillait Guillaume à la Défense, des cheveux poivre et sel, un costume coupé sur mesure, un comportement calme et intelligent, exactement comme je m'en souvenais lors des rares fois où nous nous étions rencontrés. Pourquoi se tenait-il dans une rue pluvieuse de Londres? Je ne suis pas surpris que vous soyez choqués. Nous parlerons dans la voiture.
Je vous en prie, a-t-il dit dans un français parfait. Perplexe. J'ai porté Léa grelottante, et j'ai trébuché jusque dans l'intérieur chaleureux. Stanley est monté et a donné une instruction au chauffeur. La voiture s'est éloignée en douceur. Madame Amandine. Je dois m'excuser pour cet accueil peu conventionnel. J'ai appris que votre vol avait été retardé et je me dirigeais vers l'aéroport, mais quand j'ai vérifié auprès de l'hôtel, ils m'ont dit que vous étiez déjà reparti. Comment saviez-vous dans quel hôtel j'étais et pourquoi êtes-vous là? Monsieur Stanley, il a souri en s'excusant. J'ai reçu des instructions très strictes de sa part pour assurer votre sécurité. C'est lui qui avait organisé l'hôtel. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que cet homme irait jusqu'à annuler vos cartes bancaires. Je m'excuse sincèrement que notre intervention ait été retardée. Lui, j'ai retenu mon souffle. Le téléphone portable dans ma poche, les coordonnées d'une certaine personne enregistrées à l'intérieur, votre employeur, a confirmé Stanley, et mon partenaire commercial de longue date, Monsieur Vance. À l'évocation de ce nom, j'ai baissé les yeux. Ni Guillaume, ni Éléonore, ni Bérénice, personne ne connaissait mon secret. La raison pour laquelle je n'étais pas la femme au foyer incompétente qu'il croyait. Pendant 15 ans, je n'avais pas vécu une vie confinée uniquement aux tâches ménagères et aux soins des enfants. Avant mon mariage, j'avais travaillé comme analyste financière dans une institution prestigieuse. Je parlais couramment plusieurs langues. J'étais spécialisée dans la recherche sur les marchés étrangers et l'analyse des investissements. Quand j'ai épousé Guillaume, j'ai officiellement démissionné parce qu'il insistait lourdement sur le fait que la place d'une femme était à la maison, mais mon ancien patron, Alistair Vance, qui estimait grandement mon talent, était réticent à me voir quitter l'industrie. Quand il est parti créer son propre fonds d'investissement, il m'a embauché pour continuer à travailler pour lui en secret. Comme analyste de l'ombre, tout mon travail était effectué depuis la maison pendant la journée, quand Guillaume était au bureau, ou tard la nuit, quand la famille dormait, je traduisais les actualités économiques étrangères, j'analysais les données des marchés, je rédigeais des rapports complexes. Ma rémunération était versée sur un compte personnel à l'étranger. Guillaume ne savait rien d'une femme, sans aucune compétence. Avec l'argent de qui crois-tu vivre? Chaque fois que Guillaume ou Éléonore me crachaient ces mots au visage, je riais intérieurement. Les revenus que je générais dépassaient de très loin le salaire annuel de Guillaume. Il m'a contacté, a dit Stanley en tapotant sur sa tablette. Il m'a dit que vous aviez enfin quitté cette misérable maison. Vous avez pris la bonne décision? Il a toujours dit que garder un esprit aussi brillant que le vôtre enfermé dans une si petite vie était une grande perte pour l'économie mondiale. À partir de maintenant, Madame Amandine, et vous travaillerez comme analyste principal à notre siège londonien, nous attendons de vous que vous utilisiez pleinement vos talents. Votre bureau est déjà préparé. J'ai poussé un profond soupir. Mon corps gelé dégivrait lentement grâce à la chaleur de la voiture et au soulagement immense. Léa, emmitouflée dans le manteau de Stanley, s'était replongée dans un sommeil paisible. Merci. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous viendriez me chercher en personne. Nous ne pouvions pas risquer de perdre un atout aussi précieux que vous. Il a fait une pause et m'a montré l'écran de la tablette. Le nom de la firme de courtage où travaillait Guillaume s'est affiché. Avec les données de ses transactions récentes, il y a une autre mission de sa part. Une enquête approfondie sur votre ex-mari, Guillaume, et les projets qu'il gère, les projets de Guillaume. En effet, depuis un certain temps, nous avons remarqué des flux financiers suspects liés à un investissement dont il s'occupe. Nous menions déjà notre propre enquête. Il semble que votre ex-mari soit impliqué dans des affaires très risquées. Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. Guillaume était dirigé par la vanité et l'orgueil. Je savais qu'il était frustré de voir sa carrière stagner par rapport à celle de ses pairs. Je m'étais vaguement demandé où il trouvait l'argent pour emmener une jeune maîtresse dans des restaurants chics et lui acheter des objets de luxe. Monsieur Stanley, Guillaume utilise-t-il les fonds de l'entreprise?
Nous ne pouvons pas encore l'affirmer avec certitude, mais nous soupçonnons fortement un détournement de fonds, et les méthodes sont assez pernicieuses. Si cela éclate au grand jour, il ne sera pas simplement licencié. Il sera arrêté et fera face à des poursuites pénales. Le mot arrêté est resté suspendu lourdement, puis Stanley a lâché une autre bombe. Et encore une chose, la femme qu'il a l'intention d'épouser, Chloé, nous avons aussi enquêté sur elle. Une personne qui vous a poussé à une telle extrémité méritait une vérification minutieuse de ses antécédents. Et nous avons trouvé quelque chose de très intéressant. Il a eu un sourire glacial. La grossesse de cette femme, pensez-vous vraiment que ce soit l'enfant de votre ex-mari? J'ai eu le souffle coupé, le pressentiment désagréable dans l'avion, l'attitude anormalement triomphante de Chloé. Que voulez-vous dire? Il semble qu'elle ait été impliquée avec plusieurs hommes en plus de votre ex-mari. L'un d'eux est un homme d'affaires véreux avec un lourd passé. Elle a intentionnellement choisi votre mari comme père, probablement parce qu'il était le plus facile à tromper. Son plan est de lui soutirer un accord financier massif, ou plutôt, tous les actifs qu'elle pense qu'il va vous prendre. J'ai le vertigue. Guillaume s'était fait berner par une femme enceinte d'un autre homme. Il avait détruit notre famille, annulé mes cartes bancaires, et il volait même sa propre entreprise. Quel homme pathétique et stupide. J'ai fait une proposition à votre employeur. A continué Stanley, en fermant la tablette. Nous allons vous apporter tout notre soutien pour appliquer les sanctions contre Guillaume. Madame Amandine, vous avez enduré des traitements injustes et vous les avez servis en silence pendant trop longtemps. Vous n'avez plus à le tolérer. Nous vous fournirons un soutien total pour votre contre-attaque. La voiture s'est arrêtée devant une magnifique maison de ville en briques dans l'un des quartiers résidentiels les plus riches de Londres. Ce sera votre maison à partir de maintenant. Pour vous et votre fille, la sécurité est de haut niveau et tout ce dont vous avez besoin pour la vie quotidienne a été organisé. Reposez-vous. Je vous prie. Le chauffeur a ouvert la porte et a tenu un parapluie. J'ai porté Léa à l'extérieur. La pluie s'était arrêtée. La lune était visible à travers une percée dans les nuages. Guillaume, Éléonore, Bérénice, Chloé. En ce moment précis, ils portaient probablement un toast à leur victoire. Persuadés de m'avoir chassé, espérant que je meure de faim, misérable dans un pays étranger, ils commettaient une énorme erreur. Ils ne savaient pas que je possédais les armes et les alliés les plus puissants. Maintenant, ai-je murmuré d'une voix calme et ferme, commençons à préparer la contre-attaque, mon visage, illuminé par le clair de lune, et ne pleurait plus. Pendant que je saluais une aube silencieuse à Londres, la famille de mon ex-mari, en France, savourait sa victoire. Ah! Avec le départ de cette femme lugubre, cette maison semble tellement plus lumineuse. A gazouillé Éléonore. Elle découpait un melon haut de gamme dans la cuisine que j'avais polie et entretenue tous les jours pendant 15 ans, affalée sur le canapé du salon. Chloé portait une robe de maternité voyante. C'est vrai, Amandine était toujours si déprimante. Rien que d'être près d'elle, en étouffait. Chloé roucoulait d'une voix sucrée et écœurante. Guillaume a hoché la tête avec satisfaction. Exactement. Aucune compétence. Et pourtant, pleine d'orgueil. Elle est probablement coincée dans les rues de Londres en ce moment même. J'ai annulé toutes ses cartes et vidé le compte joint. Je parie qu'elle va m'appeler en pleurant. Non pas que je vais l'aider. Il a ri grossièrement en tirant Chloé plus près de lui. Une montre de luxe que je n'avais jamais vue auparavant, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, brillait à son poignet. Guillaume. Mon amour, après la naissance du bébé, je veux qu'on déménage dans un endroit plus grand, un bel appartement terrasse par exemple. C'est comme si c'était fait. Chérie, ma promotion est pour bientôt, et j'ai plein d'argent. Son visage respirait la confiance. Rien n'indiquait qu'il détournait les fonds de sa propre entreprise. Il n'avait aucune idée qu'un gouffre géant était en train de s'ouvrir juste sous leurs pieds. Le lendemain, Guillaume et Éléonore
ont accompagné Chloé dans une clinique d'obstétrique réputée à Neuilly-sur-Seine. Eh bien, si tu dois donner naissance à l'héritier de la famille, ça doit être dans un hôpital prestigieux comme celui-ci, disait Éléonore. Elle regardait les autres personnes dans la salle d'attente de haut. Guillaume, essayant de jouer le rôle d'un homme à succès, feuilletait un magazine. Madame Chloé, le docteur va vous recevoir. Ils sont entrés ensemble dans la salle d'examen. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Allons regarder le bébé avec une échographie. Le médecin chevronné a souri doucement en aidant Chloé à s'installer. Le gel a été appliqué. Une image en noir et blanc est apparue sur le moniteur. Regardez. Éléonore. Guillaume. Il bouge. Chloé pointait l'écran. Pleine de fierté. Va où? Alors c'est ça mon fils. Oh. Quel petit garçon, en pleine santé. Il ressemble tellement à Guillaume. C'est à ce moment-là que le médecin, qui fixait intensément l'écran, a froncé les sourcils. Il a penché la tête. Comparant l'image avec les informations de son dossier numérique, l'atmosphère s'est tendue. Docteur, y a-t-il un problème à demander Guillaume, avec anxiété? Non. Le bébé se développe très bien. C'est juste, Madame Chloé, vous en êtes actuellement à 20 semaines d'aménorrhée, ce qui signifie que vous entrez dans votre 5e mois de grossesse. La taille du fœtus le confirme. Guillaume et Éléonore se sont regardés. Docteur, vous êtes sûr? Il doit y avoir une erreur. Guillaume et Chloé n'ont commencé à sortir ensemble qu'il y a 3 mois. Elle devrait être enceinte de 3 mois. Est intervenue Éléonore. Le médecin a secoué la tête fermement. Non. D'après les résultats de l'échographie, c'est définitivement 5 mois. De plus, il a regardé les dossiers passés. Madame Chloé, vous êtes venue dans cette clinique une fois auparavant, il y a 2 mois, à ce moment-là, où vous étiez accompagnée par un monsieur beaucoup plus âgé et corpulent. Le formulaire d'admission indique qu'il s'agissait de votre mari. Une fissure silencieuse a traversé la pièce. Quoi, la couleur a quitté le visage de Guillaume. Éléonore se tenait là, la bouche grande ouverte. Chloé. Qu'est-ce que ça veut dire? 5 mois. Et qui est cet homme, plus âgé? La voix d'Éléonore tremblait. Sur le lit, le visage de Chloé était devenu mortellement pâle. Ses lèvres tremblaient. Non, ce n'est pas vrai. Le docteur se trompe. Peut être que la machine est cassée. Elle a poussé un cri de panique. À la seconde exacte, le téléphone de Guillaume a sonné. L'écran affichait un appel de son patron. Le directeur du département des ventes. Oui. Allô? Le hurlement furieux de son patron a explosé dans son oreille. Guillaume, qui ramène tes fesses au bureau. Immédiatement, les commissaires aux comptes sont en train de décortiquer les livres de tous tes projets passés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Laisse. Qu'il est commissaire aux comptes. Le téléphone a glissé de sa main et a percuté le sol dur dans un fracas. Une fausse paternité? La découverte des détournements de fonds? Le château de cartes fragile que Guillaume s'était construit était sur le point de s'effondrer avec un rugissement assourdissant. Le lendemain matin, le ciel de Londres était d'un bleu clair et brillant, un contraste saisissant avec la pluie froide de la nuit précédente. Dans le salon spacieux avec sa cheminée crépitante, j'ai doucement placé une autre couverture sur Léa. Elle dormait encore sur le canapé en velours. Je reviens vite, ai-je murmuré. Puis je suis montée dans la voiture envoyée par Stanley. Nous avons roulé vers un gratte-ciel de verre au cœur de la City, le centre financier mondial, derrière une lourde porte en acajou au dernier étage. Un monsieur âgé attendait à un grand bureau. Merci d'être venu. Oh Mandinet, je suis désolée de vous déranger après un si long voyage. Monsieur Vance. Cela faisait longtemps. Alistair Vance. L'homme qui m'avait employé comme analyste fantôme pendant 15 ans, le chef d'un immense fonds d'investissement, et surtout, l'actionnaire majoritaire de la société de courtage parisienne
Où travaillait Guillaume? Un homme d'un pouvoir immense. Non. Ici. Je devrais vous appeler par votre vrai titre. La meilleure analyste dont notre cabinet est si fier, Madame Amandine. Vance a dit cela avec un sourire chaleureux. Votre ex-mari vous a appelé une femme sans compétences, traitait l'un des esprits les plus brillants au monde, comme une vulgaire femme de ménage. Quel homme stupide. Monsieur Vance, merci beaucoup d'avoir protégé mon secret toutes ces années et pour votre soutien généreux. J'ai incliné la tête profondément. Son expression est devenue sérieuse alors qu'il faisait glisser une tablette sur le bureau. Le rapport initial que vous m'avez envoyé avant de quitter la France, celui qui détaillait vos soupçons sur les fautes de votre ex-mari, était impeccable. J'ai immédiatement fait pression sur le département d'audit en France et lancé une enquête ultra secrète. Mais il y a un problème, oui. Il est clair que Guillaume détourne les fonds de l'entreprise, mais l'argent, à une somme faramineuse de près de 5 millions d'euros, il a été acheminé via un réseau complexe de sociétés écrans extraterritoriales, et nous n'arrivons pas à retracer sa destination finale. L'équipe d'audit est bloquée. Vance m'a regardé droit dans les yeux. Amandine, j'ai besoin que vous utilisiez votre expertise pour démêler ce labyrinthe financier. Je veux que vous portiez le coup final qui le fera tomber. J'ai pris la tablette en silence. L'écran était rempli d'un tableau vertigineux de chiffres et de transactions complexes. Pour une personne ordinaire, cela ressemblerait à du charabia. Pour mes yeux, le schéma caché était d'une clarté cristalline. Mes doigts se sont mis à voler sur le clavier. C'était différent de l'époque où je me cachais dans un coin de ma maison pour travailler sur mon ordinateur portable. Ici, sans personne pour me brider. Mon véritable talent se réveillait. Quelques minutes plus tard, j'ai dit d'une voix calme. Je l'ai trouvé. Stanley et Vance se sont penchés. Ces multiples sociétés écrans semblent sans lien au premier coup d'œil, mais elles aboutissent toutes à un seul compte privé aux Bahamas. Et voici le nom du directeur de la société qui gère ce compte. J'ai pointé l'écran du doigt. Mon Dieu, a murmuré Stanley. Ce nom? Les yeux de Vance se sont écarquillés sous le choc. Oui, ai-je confirmé d'une voix froide. C'est le même nom que M. Stanley a découvert hier lors de sa vérification des antécédents de Chloé, l'homme plus âgé qui l'accompagnait à la clinique d'obstétrique, son véritable patron. Victor Roussel. J'ai exposé les faits purs et durs. Guillaume détournait les fonds de l'entreprise et les canalisait vers la société de cet homme. Sous couvert d'investissement, Chloé et cet homme étaient de mèche dès le début. Ils ont ciblé Guillaume pour l'escroquer. Guillaume a donc été manipulé pour croire qu'il était le père de l'enfant de sa maîtresse, tout en étant utilisé comme un pion pour détourner des millions de l'argent de son entreprise. Une connexion brillante. A soupiré Vance avec admiration. Stanley a applaudi doucement. Magnifique. Vous êtes vraiment un génie. Très bien. Envoyons immédiatement ce rapport parfait au département d'audit en France. Pendant ce temps, de retour dans une salle de conférence lugubre de la firme de courtage à la Défense, Guillaume était encerclé par plusieurs auditeurs. La sueur perlait sur son front. Lâchez-moi. Il n'y a aucune chance que je détourne de l'argent. Je suis l'étoile montante de cette entreprise. Tout ça est une erreur. Il a frappé du poing sur la table, essayant désespérément de se disculper. Je suis une élite. Je me suis débarrassé de ma femme déprimante et j'ai conquis une belle jeune femme. Je fais partie des élus. Ça ne peut pas arriver. C'est une erreur de mes subordonnés. Je ne savais rien. Pendant qu'il essayait pathétiquement de rejeter la faute sur les autres, le chef du département d'audit le fixait d'un regard glacial. Puis, une notification a retenti sur l'ordinateur de l'auditeur. Il a ouvert l'email et le regard dans ses yeux a changé instantanément. Guillaume, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai dit que j'étais innocent. Nous venons de recevoir un dossier de notre actionnaire majoritaire à Londres. Il contient la preuve complète de vos méfaits. Quoi? L'auditeur a claqué une feuille de papier devant lui.
C'était un diagramme parfaitement illustré. Il montrait les flux de fonds vers les sociétés écrans et la cruelle vérité que tout avait atterri chez le patron de Chloé, Victor Roussel. Il semble que vous ayez été complètement dupé par la femme que vous couvriez de cadeaux. Vous avez détourné 5 millions d'euros de l'entreprise et remis le tout à un escroc. Vous ne pourrez pas vous en sortir par de belles paroles maintenant. Non. C'est impossible. Chloé même, qui a pondu ce rapport de poubelle, a hurlé Guillaume. Les yeux injectés de sang, le chef auditeur s'est moqué. De poubelle, c'est un rapport impeccable préparé par une analyste de renommée mondiale, employée par notre actionnaire majoritaire. Mais je dois admettre que j'ai été surpris par le nom de cet analyste. Il a pointé le nom de l'auteur en bas du rapport. C'est le même nom que votre ex-femme. Les yeux de Guillaume se sont rivés sur le texte. Auteur Amandine Vance. Amandine. Non. Ça ne peut pas être elle. Un choc. Comme s'il avait été frappé sur la tête avec une masse. Un vol l'a traversé. Un gémissement désespéré s'est échappé de ses lèvres. La femme qu'il avait regardée de haut, piétinée et jetée à la rue, était maintenant celle qui tenait la faux de la faucheuse sur son cou. Le véritable enfer de Guillaume ne faisait que commencer. Non. Amandine. Cette femme gauche et inutile. Une analyste de pointe. C'est impossible. Ses cris désespérés résonnaient dans la salle de conférence. Le rapport détaillait l'escroquerie et les millions d'euros qu'il pensait avoir si parfaitement dissimulés. Il était présenté si clairement que même un novice pouvait le comprendre. La précision et l'exactitude étaient indéniablement l'œuvre d'un grand professionnel. La femme que vous avez rejetée comme n'ayant aucune compétence, a dit le chef auditeur d'une voix dégoulinante de glace. Elle est depuis 15 ans l'analyste de l'ombre de premier plan pour notre actionnaire majoritaire, le fonds d'investissement londonien, et toute cette enquête a été menée sous les ordres directs de l'actionnaire. Par elle, les mots froids de l'auditeur ont transpercé le cœur de Guillaume. Non. Ce n'est pas possible. Elle n'était qu'une femme au foyer vivant à mes crochets. Et cette simple femme au foyer est maintenant l'atout le plus essentiel de l'actionnaire majoritaire, celui qui contrôle le sort de cette entreprise entière. Guillaume, vous avez vraiment marché sur une mine. N'est-ce pas? L'auditeur a secoué la tête. N'en croyant pas ses yeux, nous avons toutes les preuves de votre détournement. Nous avons déjà contacté la police. Il n'y a pas d'échappatoire. Attendez. Je vous en prie, ce n'est pas ma faute. J'ai été piégé par cette femme, par Chloé. C'est moi la victime ici. Guillaume s'est jeté par terre, rampant et s'effondrant à genoux sur le carrelage froid. Une victime, après avoir détourné 5 millions à l'entreprise, gardez vos excuses pour les flics. Au même moment, dans la clinique chic de Neuilly, un autre type d'enfer se déroulait. Je vous dis que vous vous trompez. Je suis enceinte de 3 mois. 5 mois. C'est impossible. Chloé hurlait depuis le lit d'examen, le visage cendré, essayant désespérément de maintenir son mensonge, mais les images de l'échographie montrent clairement. A commencé le médecin perplexe. Éléonore tremblait déjà de rage. Chloé, qu'est-ce qui se passe? 5 mois? Ça veut dire que tu étais enceinte avant même de sortir avec mon fils? Et qui était cet homme plus âgé qui est venu avec toi? Il y a 2 mois. Sa voix perçante remplissait la pièce. La femme d'habitude si guindée et convenable était maintenant l'image même de la furie. Éléonore. Ce n'est pas vrai? S'il vous plaît. Croyez-moi. C'est le bébé de Guillaume. Ne me mens pas. Les médecins ne mentent pas. Tu es tombée enceinte d'un autre homme. Et tu as essayé de piéger mon fils. N'est-ce pas? Éléonore s'est jetée sur Chloé, prête à lui arracher les cheveux. Arrêtez, vous me faites mal. Je vais le dire à Guillaume. Il m'aime. Et ce bébé aussi. Et où est-il? Ton précieux Guillaume. En ce moment, il a été convoqué d'urgence par le département d'Audi et il ne répond même plus à son téléphone. À ce moment précis, la porte s'est brusquement ouverte.
La sœur de Guillaume, Bérénice, se tenait là, à l'étanche. Maman. C'est terrible. Bérénice, tu n'étais pas censée être aux Maldives. Ce n'est pas le moment pour des vacances. Papa vient d'appeler. Guillaume a été arrêté par la police pour détournement de fonds. Arrêté. Les voix d'Éléonore et de Chloé se sont superposées. Il a apparemment volé des millions et les a envoyés à une société écran. Et l'argent? Bérénice a tourné un regard venimeux vers Chloé. Tout a fini sur le compte bancaire de ton patron. Chloé. Éléonore fixait le vide, incapable d'assimiler l'information. Ça veut dire que cette femme était une escroc depuis le début. Elle n'en voulait qu'à l'argent de l'entreprise. Et le bébé dans son ventre est probablement celui de ce patron. Aux mots de Bérénice, les dernières couleurs ont quitté le visage de Chloé. Le plan avait été parfait. Guillaume, avec sa fierté fragile, sa vanité et son égoïsme, avait été la cible idéale, le pousser à mettre sa femme dehors, à l'épouser et saigner son entreprise à blanc. Tout devait se passer sans accroc. Comment? Comment ont-ils pu le découvrir, a balbutié Chloé, les lèvres tremblantes. Ne fais pas l'idiote. Bérénice a brandi son téléphone devant Éléonore, et Chloé, la personne qui a exposé tout ça, c'est la meilleure analyste de l'actionnaire majoritaire de la boîte de mon frère. Sur l'écran, on voyait un gros titre de l'actualité financière, nomination du nouvel analyste principal par un immense fonds d'investissement, une enquête top secrète révèle une affaire de détournement de fonds majeur, sous le titre « La photo d'une femme magnifique, se tenant avec assurance devant le paysage londonien. Ce n'est pas possible », s'est effondrée Éléonore à genoux. L'épouse inutile, terne et incompétente, était la meilleure analyste d'une firme mondiale. La femme sur la photo était, sans l'ombre d'un doute, celle qu'ils avaient chassée de leur maison, mais ce n'était plus la femme vêtue d'un tablier usé, c'était une femme sophistiquée en costume sur mesure, exsudant l'intelligence et la grâce, Amandine. Elle a pris tout notre argent, a murmuré Chloé, le visage déformé par le désespoir. Ils comprenaient enfin. Le caillou qu'ils avaient piétiné était en fait une bombe assez puissante pour tout les anéantir, et ceux qui avaient appuyé sur le bouton du détonateur, ce n'était autre qu'eux-mêmes. Chloé s'est enfuie de la clinique. Elle a couru désespérément sous une pluie battante, ses talons claquant sur le trottoir, ne se souciant pas de la boue. Comment était-ce possible? Il n'était pas censé le découvrir. Elle a essayé à maintes reprises d'appeler son patron, Victor Roussel, mais les appels tombaient directement sur sa messagerie vocale. Roussel était un escroc de carrière qui dirigeait de multiples sociétés écrans. Chloé avait approché Guillaume sur ses ordres, simulant une paternité pour exécuter leur plan de détournement. C'était censé être un plan infaillible. Une fois cette femme lugubre hors du portrait, des millions d'euros seraient à eux. Chloé a finalement atteint l'appartement luxueux de Roussel dans une tour de standing. D'une main tremblante, elle a utilisé sa clé et a trébuché à l'intérieur pour découvrir une scène incroyable. Bon sang, pourquoi? Pourquoi le solde est-il à zéro? Des papiers jonchaient le sol partout. Roussel, un homme âgé et corpulent, a fixé l'écran de son ordinateur. Les yeux injectés de sang, il frappait frénétiquement sur le clavier comme s'il voulait le détruire. « Victor, aide-moi. Guillaume a été arrêté. Et ferme-la. » Espèce d'oiseau de malheur. Une puissante gifle de Roussel a envoyé Chloé s'étaler sur le sol. En la regardant de haut, le visage de Roussel n'était plus qu'un masque de rage pure. C'est entièrement de ta faute. Parce que tu n'as pas su gérer cet idiot de Guillaume correctement, toute mon opération est foutue. Une grande analyste d'un énorme fonds britannique a exposé le moindre centime de mes transferts illégaux. La police judiciaire et le fisc sont déjà en route. Tous mes actifs ont disparu. Non. Et moi alors? Et le bébé? C'est ton enfant.
a pleuré Chloé en essayant de s'accrocher à lui. Roussel l'a repoussée d'un coup de pied, comme si elle était une ordure. « Mon enfant ne me fait pas rire. J'ai fait une vasectomie il y a des années. Tu crois pouvoir me mettre sur le dos un bâtard que tu as conçu en t'amusant à droite à gauche ?» Chloé a eu l'impression d'être frappée par la foudre. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, j'ai juste vu ça comme l'excuse parfaite pour soutirer de l'argent à Guillaume. Tu n'étais rien d'autre qu'une machine à encaisser. Maintenant, tu es inutile. Dégage de là. Il a craché ses mots, puis a attrapé un sac de sport. Il l'a rempli avec les objets de valeur qui lui restaient et s'est enfui, laissant une Chloé abasourdie derrière lui. Il ne restait plus que Chloé, Anne seule, agrippant son ventre sur le sol froid, tremblant d'un désespoir si profond qu'elle ne pouvait même pas émettre un son. Pendant ce temps, dans une salle d'interrogatoire faiblement éclairée, Guillaume était assis, menotté, fixant le sol d'un regard vide. Un officier de police judiciaire aux cheveux grisonnants était assis en face de lui, feuilletant un épais dossier. « Guillaume, les 5 millions d'euros que vous avez détournés ont tous été tracés vers les comptes d'un escroc nommé Victor Roussel. La femme dont vous étiez épris, Chloé, n'était que sa complice agissant sous ses ordres. » Les mots froids de l'inspecteur ont poignardé le cœur de Guillaume. « Non, c'est un mensonge. Chloé m'aime. Elle attend mon enfant. Vous en êtes encore à débiter ces absurdités. » L'inspecteur a laissé échapper un lourd soupir d'exaspération et a plaqué un document sur la table. Chloé fréquentait de multiples hommes. Nous n'avons même pas besoin d'un test ADN pour savoir que ce n'est pas votre gamin. Vous êtes tombé dans les mensonges d'une femme. Vous avez trahi votre entreprise. Vous vous êtes fait escroquer 2 millions. Et vous avez tout perdu. Vous n'êtes rien d'autre qu'un imbécile fini. De grosses larmes pathétiques ont coulé sur les joues de Guillaume. Il avait cru être une élite. Il avait regardé de haut une femme inutile comme moi. Il était convaincu de mériter une partenaire plus jeune et plus belle, qu'il était un élu. Mais la vérité était une gifle cinglante. Il n'était qu'un pigeon facile et vaniteux. « Inspecteur, qu'est-ce qui va m'arriver ? Abus de confiance ? Pour fraude, à grande échelle. Les dommages totaux s'élèvent à des millions. Vous n'échapperez pas à la prison. Et bien sûr, vous serez licencié pour faute lourde et ferez face à des poursuites civiles massives pour dommages et intérêts de la part de votre entreprise. Votre vie est terminée. » Guillaume a couvert son visage de ses mains et a sangloté. La femme qu'il avait jetée comme un déchet était maintenant une analyste de renommée mondiale, profitant d'une carrière brillante à Londres, à n'être tellement au-dessus de lui qu'il ne pouvait même plus l'effleurer. En contraste, il était un criminel dupé par un escroc, qui avait tout perdu et était maintenant assis dans une cellule de garde à vue. Le cri de regret de Guillaume a résonné dans la salle d'interrogatoire, mais l'inspecteur, à loin de montrer de la sympathie, lui a asséné une autre vérité froide et dure. Il est trop tôt pour pleurer. « Guillaume, vous avez un visiteur. Quelqu'un, avec les pires nouvelles possibles, pour vous porter le coup de grâce, à vous et à votre famille. » La lourde porte a grincé en s'ouvrant. Au moment où Guillaume a vu le visage de la personne qui se tenait là, il a failli tomber de sa chaise. De pure terreur. L'homme qui venait d'apparaître était son propre père, Antoine. Mais il ne ressemblait en rien à l'homme digne qu'il était autrefois. Ses cheveux étaient en bataille. Son visage était cendré, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une nuit. « Papa, tu es venu. Aide-moi. On m'a piégé. Cette femme, Chloé, elle m'a tendu un piège. » Guillaume s'est relevé précipitamment. Essayant de s'accrocher à son père, Antoine a plaqué une épaisse enveloppe brune sur la table de toutes ses forces. Le bruit sec a résonné dans la pièce. « Piégé, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» La voix d'Antoine était un grognement sourd qui semblait venir des profondeurs de son être. Guillaume a tressailli. « L'entreprise te poursuit pour 10 millions d'euros de dommages et intérêts. Le montant exact que tu as détourné, plus le préjudice.
Parce que tu m'as manipulé pour que je me porte caution solidaire sur tes soi-disant investissements, mes économies de retraite, la maison, le terrain, tout ça et... Non. C'est impossible. Tu as trahi ton entreprise, tu as trahi ta famille, et pour couronner le tout, tu as remis toute notre fortune à la maîtresse d'un escroc, tout en jetant à la poubelle un véritable trésor comme Amandine. La voix d'Antoine semblait cracher du sang. La nouvelle que l'épouse que Guillaume avait jugée inutile était l'analyste de classe mondiale qui les avait exposés, était déjà parvenue à ses oreilles. « Papa, je suis désolée. J'ai été stupide. S'il te plaît, engage un avocat. Fais quelque chose. C'est trop tard. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Ne me montre plus jamais ton visage. Tu pourras passer le reste de ta vie en prison, à maudire ta propre stupidité. » Sur ce, Antoine s'est retourné et a quitté la salle d'interrogatoire, des larmes coulant sur son visage, laissé seul. Guillaume n'a pu que s'effondrer sur le sol froid et pleurer de façon pitoyable. Au même moment, un enfer encore plus profond se déroulait à la résidence de la famille. C'est ridicule. Pourquoi devons-nous partir? C'est ma maison. Éléonore hurlait sur un groupe d'huissiers de justice devant sa porte d'entrée. Il s'agit d'une saisie conservatoire des actifs liée à l'affaire de détournement de fonds de votre fils. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Tous les meubles et effets personnels de valeur doivent être laissés sur place. Au ton froid et bureaucratique de l'huissier, Bérénice a éclaté en sanglots. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Mes cartes bancaires pour les Maldives ont toutes été refusées. Ils vont prendre mes sacs de créateur et mes bijoux. Taistoy, comment veux-tu que je sache quoi faire? » C'est alors qu'une silhouette a trébuché vers elle. C'était Chloé. Trempée par la pluie, sa robe de maternité, hors de prix couverte de boue, ayant été abandonnée par son patron et n'ayant nulle part où aller, elle était venue à la maison d'Éléonore. En dernier recours, « Éléonore, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai été trompée, je n'ai plus rien. » Dès qu'Éléonore a vu son visage, quelque chose en elle s'est brisé. « Comment oses-tu montrer ton visage ici? » Petite garce manipulatrice et voleuse, avec un regard démoniaque, Éléonore s'est jetée sur Chloé, lui attrapant une poignée de cheveux. « Aïe, arrêtez-la chez moi. Vieille sorcière. Qui traites-tu de vieille sorcière? Et je parie que ce bébé n'est même pas de mon fils. N'est-ce pas, à cause de toi? Guillaume est un criminel. Rends-nous notre vie confortable. » Bérénice s'en est mêlée, jetant le sac à main de Chloé dans une flaque de boue. « Tu devrais juste mourir dans un fossé quelque part. » Les trois femmes ont commencé une bagarre misérable, couverte de boue, dans le jardin de devant. Une fin pathétique et ridicule pour des personnes qui m'avaient jadis regardé de haut et qui se croyaient être l'élite. Une voiture noire s'est arrêtée devant la maison, pesantèrent leur dispute. L'avocat d'affaires de l'entreprise en est sorti. « Madame Éléonore, a-t-il demandé, avant de procéder à la saisie, il y a un dernier fait dont je dois vous informer. » Un fait. Éléonore a lâché Chloé, haletant lourdement tout en fusillant l'avocat du regard. L'hypothèque de cette maison, les fréquents voyages à l'étranger de Bérénice et les factures de cartes de crédit massives de votre famille chaque mois. Étiez-vous au courant que le seul salaire de M. Guillaume était loin d'être suffisant pour couvrir ses dépenses? Quoi, mais les factures ont toujours été payées. Guillaume a un gros salaire. C'est une étoile montante. Le visage d'Éléonore a pâli. Le salaire de votre fils est dans la moyenne pour son poste. Il ne pouvait en aucun cas soutenir votre train de vie. Chaque mois, de grosses sommes d'argent étaient transférées depuis un compte à l'étranger pour combler le déficit. Un compte à l'étranger, oui, et ce transfert a été complètement coupé ce mois-ci. C'est pourquoi les finances de votre famille se sont effondrées du jour au lendemain. Éléonore et Bérénice se sont dévisagées. Qui transférait autant d'argent pour nous? L'avocat a fermé son dossier et les a regardés avec un regard froid comme la glace. Ne comprenez-vous toujours pas?
C'était la personne que vous aviez qualifiée de femme au foyer inutile et incompétente. Votre belle-fille, au moment où elles ont entendu cette vérité énoncée par l'avocat, les yeux d'Éléonore se sont révulsés et elle s'est évanouie, sur le champ. Bérénice s'est effondrée dans la flaque de boue, ses jambes se dérobant sous elle. La personne qui avait secrètement financé leur train de vie somptueux, c'était la femme même qu'ils avaient jetée comme un déchet, et à ce moment précis, loin d'ici, à Londres, je venais de découvrir le plus grand secret de tous. J'étais assise devant mon ordinateur, un sourire discret sur les lèvres, depuis le dernier étage de cet immeuble de bureau haut de gamme, avec le magnifique paysage historique londonien en arrière-plan. Je contemplais calmement mon écran, un graphique complexe montrant d'innombrables chiffres et des routes de transactions intriquées clignotaient. « Madame Amandine, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» Stanley m'a posé la question depuis mon dos. Venant de m'apporter une tasse de thé Earl Grey parfumé, oui. Je traçais les 5 millions que Guillaume a détournés, et j'ai trouvé un bonus incroyable. J'ai pris la tasse, et j'ai souri avec une élégance froide. Un bonus. L'intégralité du réseau de comptes cachés extraterritoriaux appartenant au patron de Chloé, cet escroc de Roussel, non seulement l'argent qu'il a volé à Guillaume, mais aussi des dizaines de millions d'euros qu'il a frauduleusement soutirés à diverses entreprises au fil des ans. Tout est consolidé dans un compte offshore hautement fortifié. Les yeux de Stanley se sont écarquillés sous le choc. Des dizaines de millions. Ne me dites pas que vous avez réussi à percer la sécurité de ce compte crypté, oui. Je viens de terminer le piratage et les procédures légales simultanément. Tous les fonds de Roussel ont été gelés et seront restitués aux entreprises victimes. Bien sûr, les 5 millions de l'entreprise de Guillaume ont également été intégralement retournés. Mon Dieu! Vous êtes vraiment une femme redoutable, Stanley Harry. Incrédule, et a applaudi chaleureusement, au même moment exact, sur un petit aérodrome privé. Un homme était précipité dans les profondeurs du désespoir. C'est pas vrai? Pourquoi? Pourquoi le solde est à zéro? Victor Roussel, qui tentait de fuir le pays, fixait l'écran de son smartphone, les yeux injectés de sang. Il a hurlé comme un fou. Ses comptes bancaires suisses, ses comptes aux îles Caïmans, même ses réserves de crypto-monnaies, les dizaines de millions d'argent sale qu'il avait passé sa vie à accumuler, avaient disparu en un instant. L'écran affichait simplement un message froid, actif gelé par le fonds d'investissement Vance, conformément au droit financier international, tout ça à cause de cet incapable de Guillaume. Son ex-femme m'a tout pris. Vous vous foutez de moi juste au moment où Roussel hurlait vers le ciel. Son emplacement a été envahi par une flotte de voitures de police. Le maître de l'arnaque a été plaqué au sol sans ménagement, totalement ruiné. Tandis que les sirènes hurlaient autour de lui, de retour au commissariat en France, l'inspecteur s'est de nouveau présenté devant Guillaume, qui était affalé sur une chaise froide. « Guillaume, les 5 millions que vous avez détournés, nous venons d'avoir des nouvelles du fonds actionnaire majoritaire. L'argent a été restitué en totalité. Vraiment, c'est vrai. » Guillaume a levé les yeux. Une lueur d'espoir dans le regard. « Alors je suis sauvé. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu de dommages réels pour l'entreprise. Ils vont retirer leur plainte. N'est-ce pas? Êtes-vous idiot? » L'inspecteur a ricané, regardant Guillaume comme s'il était un insecte. Ce n'est pas parce que l'argent a été rendu que cela efface le crime de détournement de fonds. Vous irez quand même en prison. De plus, l'entreprise maintient sa plainte pour 10 millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir gravement porté atteinte à sa réputation. 10 millions. Le sang s'est de nouveau retiré du visage de Guillaume. Je ne peux pas payer ça. C'est impossible. Je vais déposer un dossier de surendettement. Je ferai effacer la dette. L'inspecteur a soupiré avec une pointe de pitié pour cet homme hystérique. Vous ne comprenez vraiment pas votre situation, n'est-ce pas? Vous devriez apprendre un peu de droit. Il a tapoté son stylo sur le dossier. En France,
et les dettes contractées à la suite d'une infraction pénale, comme la fraude ou le détournement de fonds, sont exclus de toute procédure de surendettement. Quoi? En d'autres termes, que vous fassiez faillite personnelle ou non, cette dette de 10 millions ne disparaîtra jamais pour le reste de votre vie, même après être sorti de prison. Vous travaillerez pour la rembourser jusqu'au jour de votre mort. La bouche de Guillaume s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'en est sorti. Sa dernière issue de secours avait été complètement condamnée, et ce n'est pas tout. Vos parents, Antoine et Éléonore, se sont portés caution solidaire sur ces emprunts frauduleux pour vous. Ils sont également conjointement responsables du paiement. Votre famille, à cause de vous, est littéralement tombée dans un enfer éternel. Les yeux de Guillaume se sont révulsés et il s'est effondré sur le sol. Il avait jeté l'épouse qu'il jugeait inutile. Sa soif d'argent et sa maîtresse l'avaient conduit à cela. Une dette inéluctable de 10 millions d'euros et la ruine complète de toute sa famille. Ah, le cri d'agonie de Guillaume a résonné dans la salle d'interrogatoire. Et à Londres, j'ai levé les yeux de mon ordinateur et j'ai souri calmement à Stanley. Monsieur Stanley, maintenant la plus grande découverte que j'ai faite, la plus grande, oui. Je viens de recevoir une communication directe de Monsieur Vance. Mes yeux n'étaient plus ceux de la femme au foyer sans confiance en elle. Ils brillaient de l'éclat perçant d'une analyste de pointe qui faisait bouger les marchés mondiaux. L'ancienne entreprise de Guillaume, en raison de ses scandales répétés et de ses mauvaises performances, a fait l'objet d'une prise de contrôle hostile. À partir d'aujourd'hui, notre fonds a acquis la majorité de ses actions, ce qui signifie... Stanley a retenu son souffle. J'ai hoché la tête lentement. Oui, Monsieur Vance m'a nommée nouvelle présidente directrice générale de la succursale française, la nouvelle patronne de l'entreprise de Guillaume. Après un moment de silence, alors que le poids de mes mots faisait son chemin, un frisson a parcouru l'échine de Stanley. Donc, à partir de ce moment, le créancier de la dette de 10 millions d'euros que Guillaume devra passer le reste de sa vie à rembourser, c'est moi. J'ai glissé calmement mon doigt sur l'écran de ma tablette. Un avis pour une assemblée des créanciers, convoquant Guillaume, Éléonore et les autres. Maintenant, envoyons-leur leurs invitations. Une invitation à la fête éternelle en enfer que je vais organiser. Le sourire qui se dessinait sur mes lèvres était froid et magnifique. Dans la salle de conférence exécutive la plus prestigieuse de la firme de courtage, à Paris La Défense, l'endroit que Guillaume avait autrefois admiré comme un symbole de statut d'élite, il était maintenant assis dans un état incroyablement pitoyable, arrêté pour détournement de fonds, et traîné à cette réunion de créanciers sous escorte policière. L'attitude arrogante de Guillaume avait disparu. Il portait un survêtement taché et froissé, le visage mal rasé. Un linge recouvrait ses mains pour cacher ses menottes. À côté de lui, son père Antoine, sa mère Éléonore et sa sœur Bérénice, tous avaient le visage cendré et le regard vide et blottis les uns contre les autres comme des fantômes. « Pourquoi cela nous arrive-t-il » a murmuré Éléonore. Elle n'était plus vêtue de vêtements de créateur, mais d'une tenue minable d'un magasin discount. La saisie de leurs biens les avait laissés littéralement sans rien. Ils luttaient maintenant pour se payer leur prochain repas. « C'est entièrement de ta faute. » Espèce d'idiot, a hurlé Bérénice de façon hystérique. « Parce que tu es tombé dans le panneau d'une escroc. Ma vie est ruinée. Je ne peux même pas me payer un dîner ce soir. » Encore moins un voyage aux Maldives. Guillaume fixait le sol, sans réaction. « Arrêtez. Vous toutes. C'est pathétique. » a crié Antoine. Mais sa voix était faible, et il avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie en quelques jours seulement. Ils étaient tous réunis ici pour entendre leur condamnation. Les 10 millions d'euros de dommages et intérêts par le nouveau propriétaire de l'entreprise, son nouveau PDG. La lourde porte en acajou s'est ouverte. L'air dans la pièce a instantanément crépité de tension. Les premiers à entrer furent plusieurs gardes du corps baraqués, suivis par Stanley,
et une équipe d'avocats londoniens aux costumes impeccables. Ils ont respectueusement dégagé le passage pour une dernière personne. Une femme est entrée, ses talons claquant de manière décisive sur le sol poli. Elle portait un tailleur, sur mesure d'un bleu marine sophistiqué. Ses cheveux étaient élégamment coiffés, son maquillage sans défaut, rayonnant d'une aura d'intelligence et de beauté farouche. Il ne restait plus aucune trace de la femme inutile, celle qui courait autrefois partout avec un tablier taché, toujours à marcher sur des œufs autour de cette famille. Dès que la famille a vu son visage, un hoquet d'étouffement leur a échappé. Antoine, Éléonore et Bérénice ont tous écarquillé les yeux, comme s'ils avaient oublié comment respirer. Leur esprit refusait d'assimiler que la femme se tenant devant eux, dégageant un tel pouvoir écrasant, était l'Amandine qu'ils avaient jetée dehors comme une ordure. Après quelques secondes d'un silence de stupeur, Éléonore, dans un état de déni désespéré, a pris la parole. « Amandine, que fais-tu ici? Es-tu venue te moquer de nous maintenant que nous sommes au bord de la faillite? Tu as toujours été une femme haineuse et méchante. Et qu'est-ce qui te donne le droit de faire ton importante dans une pièce comme celle-ci? Tu es une femme au foyer inutile. Va faire du thé ou je ne sais quoi. » Les insultes abjectes d'Éléonore ont résonné dans la pièce silencieuse. Antoine a essayé de l'arrêter, mais sa tirade alimentée par son orgueil était inarrêtable. Je n'ai cependant rien dit. J'ai simplement observé Éléonore, avec le regard froid et silencieux, qu'on pourrait réserver à un insecte pathétique. Sous le poids de ce silence écrasant, la voix d'Éléonore a vacillé, puis s'est éteinte. Sans un mot, j'ai marché jusqu'au bout de la table, vers le grand fauteuil en cuir autrefois occupé par le président de l'entreprise, et je m'y suis assise. Quelle impolitesse, a déclaré Stanley, debout à mes côtés. Il semble que vous n'ayez absolument aucune idée de la personne à qui vous vous adressez. De quoi parlez-vous? C'est notre belle-fille inutile, a bafouillé Éléonore. L'un des avocats a posé un épais dossier sur la table. Vous ferez preuve de respect. La personne qui se trouve devant vous est l'analyste principal d'un grand fonds d'investissement britannique et à compter d'aujourd'hui, la nouvelle présidente directrice générale de cette entreprise, Madame Amandine Vance. La mâchoire d'Éléonore est tombée. Présidente Bérénice a pointé un doigt tremblant, son visage étant un masque d'incrédulité. Et encore une chose, a ajouté l'avocat, assénant le coup de grâce brutal. Madame Amandine est également la créancière unique des 10 millions d'euros de dommages punitifs que Monsieur Guillaume passera le reste de sa vie à rembourser. En d'autres termes, le destin de toute votre famille est entre ses mains, créancière de 10 millions. Au moment où le sens de ces mots a été assimilé, les yeux d'Antoine se sont révulsés. Il s'est effondré sur le sol dans un évanouissement total. Guillaume, tremblant de manière incontrôlable, il a levé les yeux vers la femme, qui le regardait maintenant de haut depuis le bout de la table. La femme qu'il avait rabaissée et piétinée, elle était maintenant un être intouchable, son doigt planant sur l'interrupteur qui allait précipiter toute sa famille en enfer. « Amandine, je suis désolée. J'ai eu tort. Je n'ai jamais su que tu étais si incroyable. S'il te plaît, 10 millions. C'est impossible. Pardonne-moi. » Il est tombé à genoux, enfouissant son visage dans ses mains, suppliant pour sa vie alors que les larmes ruisselaient sur son visage, brisant mon silence. J'ai enfin parlé. Ma voix n'était plus le murmure timide d'une femme effrayée par son mari, mais le ton résonnant d'une reine aux commandes de son monde. « Bien. Guillaume. Éléonore. Bérénice. » J'ai souri lentement. « Magnifiquement, nous allons avoir une longue discussion sur le règlement des comptes pour l'argent que vous m'avez volé afin de financer votre style de vie somptueux et sur votre plan de remboursement de cette dette de 10 millions d'euros qui ne disparaîtra jamais. » Le rideau final était sur le point de tomber sur la famille de Guillaume. « S'il te plaît, j'avais tort. Je te paierai une pension alimentaire. Tout ce que tu veux. Fais juste disparaître cette dette de 10 millions. Nous étions mariés autrefois. » Pour l'amour du ciel, a pleuré Guillaume. Son visage était couvert de larmes et de morve,
Alors qu'il s'agrippait au bord de la magnifique table en acajou, l'homme arrogant qui m'avait autrefois jugé inutile et m'avait jeté les papiers du divorce au visage avait disparu. À côté de lui, près d'Antoine évanoui, Éléonore a soudainement adopté un ton d'une douceur écœurante. « C'est vrai, Amandine. Ma chérie, j'ai toujours pensé à toi comme à ma propre fille. J'ai juste été égarée par cette horrible femme. Chloé, s'il te plaît, pardonne à ta mère. Je suis désolée aussi. Amandine. Alors s'il te plaît, ne saisis pas mon salaire. Ne prends pas mes affaires de marque. » Allait intervenue Bérénice. Elle forçait un sourire pathétique et servile. Pour se sauver, ils auraient jeté toute fierté et rampé à terre. C'était la vraie nature des gens qui s'étaient considérés comme les élus. J'ai accueilli leur démonstration pathétique avec un silence calme et imperturbable, sous mon regard glacial. Et leurs voix implorantes se sont progressivement estompées. Dans la pièce silencieuse, j'ai fait un léger signe de tête à l'avocat debout, à côté de moi. « Maître, veuillez leur expliquer la réalité de leur situation. » « Bien sûr. » « Madame », l'avocat a ouvert son épais dossier. Il a commencé à lire leur condamnation d'un ton professionnel mais impitoyable. « Premièrement, Guillaume, votre détournement de fonds a déjà fait l'objet d'une inculpation pénale. Après avoir quitté cette pièce, vous serez immédiatement placé en détention provisoire. Vous recevrez sans aucun doute une peine de prison ferme et serez incarcéré pendant plusieurs années. La prison a suffoqué Guillaume, et à votre libération, puisque les dommages résultent d'une infraction pénale, ils ne peuvent être effacés par aucune faillite personnelle. La dette continuera de cumuler des intérêts pour le reste de votre vie. Tous vos revenus, d'au moins un minimum légal pour survivre, seront saisis et versés à cette entreprise. Vous serez, bien sûr, sous notre surveillance constante pour empêcher toute tentative de fuite. Toute ma vie, je serai un esclave pour le reste de ma vie. » Guillaume a serré sa tête entre ses mains. Il avait l'air sur le point de se tordre de désespoir sur le sol. Ensuite, les cautions solidaires, Antoine et Éléonore. Votre maison et tous vos biens ont déjà été mis en vente. Vos retraites seront également saisies jusqu'au maximum légal chaque mois. Vous passerez le reste de vos jours dans un appartement humide des années 70, en luttant pour vous offrir, ne serait-ce qu'une baguette de pain. Non, je ne peux pas vivre dans un taudis. Je n'ai toujours fait mes courses que dans des épiceries fines, a hurlé Éléonore. Mais personne ne lui a prêté attention. Bérénice, en tant que membre du foyer, vous avez également un devoir de contribution. Vous avez des dettes de cartes de crédit impayées à cause de votre style de vie. Vous travaillerez donc jour et nuit pour les rembourser. Quand l'avocat a terminé, ils ont enfin compris. Ils étaient complètement finis. Il n'y avait pas d'échappatoire. Une vie infernale à trimer. À mordre la poussière et à me rembourser pour le reste de leur vie était désormais une certitude. Nein. Tu es un monstre, un démon. Es-tu satisfaite maintenant que tu as détruit nos vies, a hurlé Bérénice en se jetant sur moi. Mais elle a été maîtrisée sans effort par les gardes du corps, et plaquée au sol comme un vulgaire déchet. Je me suis levée lentement et j'ai marché vers eux. Je les ai regardés de haut, avec un regard encore plus froid, et plus condescendant qu'aucun de ceux qu'ils m'avaient jamais jetés. Détruis vos vies. Ma voix calme, mais autoritaire, a rempli la pièce. Ne vous trompez pas, ce n'est pas moi qui ai ruiné vos vies, c'est votre propre stupidité. Noyée dans la vanité et l'orgueil, et dupée, à volant votre entreprise et trahissant votre famille, Guillaume a tressailli. Je ne fais que régler la facture pour les péchés que vous avez commis ce jour de pluie froide à Paris, quand vous m'avez jeté comme une ordure. Avez-vous la moindre idée du désespoir que j'ai ressenti? En comparaison, l'enfer qui vous attend est encore bien trop clément. Guillaume n'a rien pu dire en réponse. Il a seulement continué à pleurer ses larmes pitoyables. Au fait, ai-je demandé avec désinvolture,
Voulez-vous savoir ce qui est arrivé à Chloé Guillaume? A levé les yeux, l'air absent. Elle a été abandonnée par son patron. Sa fausse grossesse a été exposée et sa propre famille l'a reniée. Elle porte maintenant le fardeau des dettes massives de son patron. Elle vit en marge de la société, fuyant constamment les usuriers. Une fin appropriée pour elle? Vous ne trouvez pas? En entendant cela, Guillaume a finalement laissé échapper un gémissement. Son visage s'est tordu d'agonie. Et il a sangloté de manière incontrôlable, tout le poids de ce qu'il avait jeté, un trésor, de ce qu'il avait ramassé, une ordure, et de ce qu'il avait perdu l'a finalement écrasé. Il est l'heure, a annoncé Stanley en regardant sa montre. Les portes de la salle de conférence se sont ouvertes, et plusieurs policiers en uniforme sont entrés. Guillaume, il y a un mandat d'arrêt contre vous pour détournement de fonds en bande organisée. Vous venez avec nous au poste? Non. S'il vous plaît, je ne veux pas y aller, Amandine. Aide-moi, Amandine. Les policiers l'ont attrapé par les bras et l'ont traîné hors de la pièce. Éléonore et Bérénice ont suivi, hurlant et pleurant. Antoine, qui avait repris conscience seulement, pour s'évanouir à nouveau, en comprenant la situation, a été porté sans ménagement par les gardes. Amandine, les cris de Guillaume se sont estompés, pour finir par disparaître complètement. Les lourdes portes en acajou se sont refermées. Le silence est de nouveau descendu sur la pièce. C'était magistralement géré. Madame Amandine, dit Stanley, en s'inclinant profondément, avec un respect sincère. Les chaînes de votre passé sont maintenant complètement brisées. Ils passeront le reste de leur vie à expier leurs fautes. Oui, il était temps. J'ai soupiré en regardant par la fenêtre. Le magnifique coucher de soleil de la Défense filtrait à travers les gratte-ciel. J'ai senti les lourds nuages noirs, qui avaient étouffé mon cœur pendant 15 ans, commencer enfin à se dissiper. Juste à ce moment-là, mon téléphone personnel a carillonné d'une sonnerie joyeuse. Au moment où j'ai vu le nom sur l'écran, le visage de l'analyste impitoyable a disparu. Il a été remplacé par le doux sourire d'une mère. « Allô, maman, tu es où? Je veux te voir. » La voix à l'autre bout était celle, douce et bien-aimée, tant de ma fille. Léa, c'était le seul trésor au monde que j'attendais d'entendre après en avoir fini avec tout ça. Elle était censée être avec une nounou chez Stanley, à Londres. Vu le décalage horaire, il était déjà tard là-bas, mais elle avait dû rester éveillée juste pour attendre mon appel. « Pardon. Léa, maman a envie de te voir aussi. C'est fini maintenant. Je rentre à la maison ce soir. Vraiment, ouais. Je veux manger tes bonnes omelettes. » Sa voix joyeuse a fait monter des larmes chaudes dans mes yeux. La nourriture qu'Éléonore et Guillaume critiquaient constamment, la nourriture préparée par la femme sans compétence, ma fille disait que c'était la meilleure du monde. Quel plus grand bonheur pouvais-je demander? Oui. Ma chérie, quand je rentrerai, je te ferai toutes les omelettes que tu voudras. Après avoir raccroché, j'ai regardé le ciel par la fenêtre. Les nuages épais avaient complètement disparu, remplacés par une vaste étendue bleue. La cage sombre qui m'avait emprisonnée pendant 15 ans était enfin détruite. Quelques semaines plus tard, la scène se déroulait à nouveau à Londres. « Bonjour, Madame Amandine. Le rapport de ce matin était impeccable. Monsieur Vance ne tarissait pas d'éloges. Merci. Monsieur Stanley, mais il y a toujours place à l'amélioration. Depuis le dernier étage de l'immeuble de bureau, j'étais à nouveau plongé dans les données des marchés mondiaux. Les suites de chiffres sur mon écran n'étaient plus froides et intimidantes. C'étaient de puissantes alliées, m'aidant à forger mon avenir. Pendant ma pause déjeuner, j'ai siroté mon thé et lu un email de Monsieur Vance. Il contenait une brève mise à jour sur la famille de mon ex-mari, Guillaume, condamné pour détournement de fonds et complicité de fraude, purgeait sa peine de prison. Assoumis à un travail éreintant, on racontait qu'il passait ses journées à pleurer et à marmonner. Je suis une élite.
Ça ne devait pas se passer comme ça. Au grand agacement de ceux qui l'entouraient, même après sa libération dans quelques années, la dette de 10 millions l'attendrait, la liberté et le luxe ne feraient plus jamais partie de sa vie. Antoine, Éléonore et Bérénice vivaient dans un immeuble vétuste, avieux de plus de 50 ans. Éléonore, qui s'était autrefois parée de marques de luxe et m'avait traitée comme une domestique, travaillait maintenant comme femme de ménage. Elle nettoyait les toilettes d'un supermarché. La femme qui s'était fièrement déclarée comme l'une des élues passait maintenant ses journées, en larmes, à frotter la saleté des inconnus. Bérénice cumulait plusieurs emplois à temps partiel 24, paraissant 10 ans de plus que son âge, et Chloé, le catalyseur de ma libération, avait été abandonnée par son patron. Après un bref passage à travailler dans les bas-fonds de la ville, elle s'était volatilisée, écrasée par les dettes et traquée par les usuriers. On ignorait où elle se trouvait. Chacun d'entre eux récoltait maintenant ce qu'il avait semé, sans une once d'émotion. J'ai glissé l'email vers l'icône de la corbeille. Toute ma haine et ma colère envers eux avaient disparu. Ils avaient simplement cessé d'exister pour moi, devenus rien de plus que des fantômes du passé. Maman, alors que je quittais l'immeuble de bureau ce soir-là, Léa et sa nounou couraient vers moi. Comment c'était l'école bien? On a appris plein de nouvelles chansons aujourd'hui, et je me suis fait plein de nouveaux amis. Léa s'est jetée dans mes bras, le visage rayonnant, la petite fille triste, qui marchait autrefois sur la pointe des pieds autour de Guillaume, constamment effrayée et renfermée, avait disparu. Dans l'atmosphère libre et chaleureuse de Londres, elle avait complètement retrouvé son innocence et sa joie de vivre. C'est merveilleux. Mapuche, Alès. On rentre à la maison. J'ai pris sa petite main et nous avons marché le long des magnifiques rues pavées de Londres. Le soleil couchant jetait une lueur dorée sur les avenues bordées d'arbres. En marchant, et j'ai pensé à moi dans le passé, une personne qui se croyait sans compétence. Avec l'argent de qui crois-tu vivre lavé de mon estime, par ces mots froids, j'avais cru que j'étais inutile, capable seulement d'endurer en silence, mais la vérité était tout autre. Chaque personne possède ses propres valeurs et ses propres forces. Parfois, ces valeurs sont étouffées par un environnement injuste, mais si vous avez le courage de faire un pas en avant, vous verrez que le monde est magnifique et rempli de possibilités s'il y a quelqu'un là, dehors, en ce moment même, qui pleure dans une maison sombre. Comme je l'ai fait autrefois, je veux lui dire ceci. Votre vie vous appartient, ne laissez personne vous la voler. Ayez du courage et ouvrez la porte. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures. Léa a levé les yeux vers moi. La curiosité peinte sur son visage. Non. Mon amour, maman ne pleure pas. J'ai essuyé la larme au coin de mon œil, et j'ai offert à ma fille le sourire le plus radieux et le plus sincère de ma journée. En moi-même, j'ai pensé qu'en cet instant, j'étais la personne la plus heureuse du monde. Vraiment moi aussi, je suis aussi la plus heureuse du monde. Léa a ri joyeusement, tirant ma main pour courir devant, en levant les yeux vers le ciel de Londres. J'ai vu un immense arc-en-ciel s'étirer après la pluie. Notre nouvelle vie venait tout juste de commencer, quoi qu'il arrive à partir de maintenant. Je ne baisserai plus jamais la tête. J'ai serré tendrement la petite main de ma fille, et nous avons marché avec fierté sur le chemin qui menait à notre avenir. Radieux et éclatant,